Retour donc sur le plateau de Faut-il avoir peur de la fracture de l'université j'ai du mal à dire Guyane, mais enfin c'est l'université anti-Guyane, elle existe toujours, disait Fred Reynaud. Alors depuis environ une quarantaine de minutes, nous discutons un peu sur la situation. On a fait un peu le point pour essayer d'expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe. Je le disais tout à l'heure, dans cette deuxième partie, on va essayer de comprendre quel peut être le schéma choisi pour l'avenir. Est-ce une université martiniquaise, une université guadeloupéenne, une université antillaise, puisque visiblement aujourd'hui, au moment où nous parlons, le décret ministériel étant pas appliqué, mais enfin étant pris de toute manière, cette université guyanaise répond à un besoin, à un sentiment en Guyanais depuis plusieurs années, plusieurs décennies, puisqu'on a dit ce matin, depuis les années 80, cette revendication était déjà à l'ordre du jour, c'est à l'époque du président Karam. Alors aujourd'hui, je pose la question, vous avez une réunion, une première agi ce matin avec l'ensemble de la communauté, puis plus tard, vous êtes réunis en comité plus restreint. Quels sont les schémas qui sont évoqués dans ces ateliers? Est-ce que vous pouvez dire deux mots là-dessus en tant qu'étudiant? C'est Wilper qui va parler. D'accord. Donc, ce qui va être fait, c'est qu'on va, lors d'une assemblée générale, on va inviter déjà toute la communauté estudiantine à venir s'informer sur le devenir de notre université. Donc, il y aura dans cette assemblée générale la présentation des différents modèles, donc les différentes options qui s'offrent à nous. Alors, quelles sont les options qui sont Alors, bon, je ne suis pas qualifié pour vous dire quel modèle précisément existe, mais bon, ce serait une université tripolaire, donc avec une indépendance de gestion sur chaque pôle. Et tripolaire, alors les trois pôles, ce serait quoi? Alors, tripolaire, c'est pas la Guyane. C'est pas la Dominique qui arrive, non. La Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Quand même. Qui fonctionnent de façon autonome. Oui. Et pour. Excusez-moi. Oui. Qui fonctionnent de façon autonome. Et. Excusez-moi. Donc. Mais bon, ce serait l'un des premiers modèles. Voilà, un premier schéma. Le deuxième schéma, ce serait que la Guyane reste une université de pleine autonomie de son côté, et nous, on serait en accord avec la Martinique. Et on ne sait pas encore où se positionner et ce qu'on veut déjà, parce qu'on n'a pas encore clairement défini ce que ça veut dire une autonomie de plein exercice. D'accord. Voilà, pour une université. Loïc. Donc alors, comme disait mon ami Rupert, il y a le premier schéma qui vient d'énoncer, et le deuxième, ça serait celui avec deux conseils. Le conseil d'administration et le conseil interacadémique, qui regrouperait le CS et le CVU. Alors pour le moment, on essaie de voir, est-ce qu'on peut parler réellement de l'université de la Guadeloupe ou celui de la Martinique. Donc là, on essaie de voir si on peut rentrer en concertation avec tous les élus du pôle martiniquais. En tout cas, le son de cloche qu'on a par rapport aux médias et ce qui a été dit, c'est qu'ils souhaiteraient encore conserver l'université dans son intégralité. Oui. Voilà. Donc après, en connaissance de cause, quand on voit l'autonomie qu'on donne au vice-président des pôles, c'est-à-dire celui qui chapeaute, sous chaque pôle, il y a un vice-président de pôle, et il n'a pas vraiment autorité et mandature à faire ce qu'il désire. Il faut toujours qu'il passe par la gouvernance pour pouvoir décider. Alors jusqu'à maintenant, il y a des petits soucis concernant les certificats Ethernet pour le nouveau bâtiment recherche, les conventions d'occupation qui ne sont toujours pas signées. Alors il y a des questions qui restent polaires, mais en même temps qui méritent la compétence de la gouvernance. Donc on ne sait pas réellement qui a autorité sur quoi ou qui peut acter sur certaines choses. Et quel modèle est plus favorable que l'autre? Visiblement, enfin, je le dis un peu brutalement, c'est le bordel là en ce moment. Alors Nicole, on négocie. Administrativement aujourd'hui. Administrativement, là on est en train de constater que quand... Rien ne fonctionne là. Mais oui, mais quand un des pôles... par exemple, la crise de la Guyane a empêché au Conseil de se réunir. Nous, par exemple, on a des étudiants. Et même les budgets sont bloqués, visiblement. On a des maquettes qui sont en attente de pouvoir être validées devant le Conseil d'administration. Donc, je suppose que dans les autres UFR, les autres composantes, il y a le même problème. Donc, c'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements. Le problème qu'ils évoquaient concernant l'UFR Sciences, qui a dû fermer d'ailleurs. Donc, on voit bien que
le fonctionnement tripolaire avec une présidence. Alors maintenant, moi, on est d'accord, l'autonomie des pôles, mais il y a un moment qu'on parle d'autonomie des pôles, on me dit que c'est nouveau, c'est pas si nouveau que ça. Manifestement, il y a quand même l'idée de pluriterritorialité qui avait été avancée par M. Safache, mais qui, le schéma proposé, c'était un renforcement de la présidence encore. Oui. Donc du coup, là, on voit bien que il y aura toujours le même problème si on garde le même schéma, il nous semble. Alors tout à l'heure, Fred Reynaud disait qu'administrativement et même juridiquement, l'Université Antilles-Guyane existe toujours. Oui, absolument. Ça veut dire que, mais moi je pose une question un petit peu plus fine, est-ce que la présidente actuelle a encore autorité sur la Guyane ? Au moment où on parle aujourd'hui, est-ce qu'elle peut, non pas prendre une décision de type de décret, elle n'est pas ministre, mais enfin, est-ce qu'elle peut agir sur ce qui se passe aujourd'hui en Guyane, ou bien est-ce qu'elle est complètement blackoutée? Alors, elle est blackoutée parce qu'il y a une administratrice provisoire qui a été nommée. Oui. Donc ça veut dire qu'on lui a enlevé une partie de son pouvoir. De fait, de facto. Bien sûr, de fait. De tutelle, et sans concertation. J'ai entendu la ministre aujourd'hui dire qu'elle a fait en correspondance avec la présidence, c'est complètement faux. Oui. Pour les éléments que j'ai en tout cas, il n'y a pas eu de concertation sur ce plan-là. Donc elle a été blackoutée par le gouvernement, mais alors que juridiquement, elle est dans ses doigts. Oui. Mais politiquement, elle n'est plus. Oui. Donc il y a une situation qui est assez complexe, où le politique s'est imposé au doigt, et de fait, on a écarté des représentants élus de l'université. Oui. Donc voilà. Donc elle n'a pas autorité de fait sur le pôle Guyane, mais juridiquement, elle peut revendiquer ce droit. Vous êtes quand même juriste. Alors, est-ce que, du point de vue du droit aujourd'hui, elle peut avoir un recours? Mais bien sûr. Ah, tout à fait. Mais je pense même qu'il y a eu des recours. Il y a des recours en cours sur ces questions-là, bien sûr, tout à fait. Oui. Non, mais ça, c'est évident. Alors, je crois que non seulement il y a des recours du côté de la présidence de l'université, mais ça, enfin, il y a des recours également du côté des autorités guyanaises qui ont été démises. Ah bon, aussi. Alors, de l'autre côté, dans les schémas qui sont évoqués en ce moment, je posais la question, je ne sais pas si elle aura une réponse, je posais aux quatre. Est-ce qu'on va vers un renforcement des pouvoirs de la présidence ou au contraire un affaiblissement? En fait, on ne sait pas encore justement. C'est pour ça qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on... Oui. Non, moi je pense que les discussions sont en cours, les débats même, sur le modèle le mieux adapté. Et c'est à travers les échanges, il est prévu des ateliers sur la gouvernance par exemple. Justement. Donc c'est quand même à travers ces échanges qu'on va chercher, j'espère, à dégager le meilleur modèle possible. Mais j'ajoute que ça va dépendre de toute façon, puisque quel que soit le modèle, ce sont des hommes qui vont avoir encore à agir. Donc peut-être qu'il faudra aussi que certains revoient leur manière de gérer ou leur conception même de la gestion, si on veut que les choses ne restent pas à l'état. Oui, en fait, la loi ESR de 2013, enfin de juillet 2013, elle prévoit plusieurs modalités d'organisation des universités. La première modalité, c'est la fusion, qui ne nous concerne pas, puisque ce n'est pas le cas. Il y a des universités comme Rennes. Enfin, à Rennes, il y a plusieurs universités qui vont fusionner bientôt parce qu'elles sont importantes déjà, mais elles considèrent qu'avec 48 000 étudiants, elles seront encore plus puissantes et les moyens qu'elles ont, elles seront encore plus puissantes. Donc il y a la fusion qui ne nous concerne pas. Il y a l'association, mais il y a surtout la communauté d'universités qui repose sur le fait qu'il y a à la base des universités de plein exercice, séparées par conséquent, qui étant sur le même territoire, en concurrence, décident qu'elles ont intérêt à se regrouper et à former une entité sous forme de communauté. Oui. Donc, ça suppose par conséquent qu'il y ait des universités séparées. Donc, nous, en Guadeloupe et en Martinique, je me limite à ces deux cas-là. Merci. Nous avons une situation assez particulière que, pour le moment, nous avons deux pôles qui ne sont pas des universités pour le moment. Il y a des revendications d'universités en Guadeloupe et en Martinique. Alors la question de savoir, est-ce qu'on garde la situation telle qu'elle, des deux pôles formant une université des Antilles, avec un renforcement de l'autonomie de ces pôles, ou est-ce qu'on sort de ce schéma-là, qu'on forme deux universités et qu'ensuite on fasse une communauté comme le prévoit le texte. Oui. Je sais qu'il y a dans la communauté des collègues qui optent pour la communauté, mais qui
suppose au préalable qu'on casse le schéma, qu'on fasse des universités séparées. Alors, bon, moi j'ai une question par rapport à ça. Alors justement, personnellement, vous pensez vers quelle solution? C'est mon point de vue. Oui. Je pense que c'est curieux quand même de vouloir mettre en place 2 universités pour ensuite regrouper somme de communautés. Oui. Alors, il y a un ami... C'est une question de pouvoir, Fred Reynaud. Je ne sais pas. Oui, du pouvoir, certainement. Bon, bien sûr, il y a du pouvoir dans l'affaire, mais non, c'est au-delà de cette question. Je m'interroge sur le sens même de ce schéma. Des collègues qui pensent que séparés, on peut vivre mieux. Peut-être. Moi, j'avoue que je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à exister en tant qu'université séparée et ensuite nous regrouper. Comme si le fait d'être séparé ne va pas entraîner de concurrence. Oui. Il me semble que le jour où si nous avons 2 universités séparées, inévitablement nous aurons concurrence. Et ça sera une concurrence mortelle pour chaque université. Donc je ne suis même pas sûr qu'on ait le temps d'arriver à la communauté, parce que la communauté suppose qu'on soit d'accord sur des options. Oui, j'avance même que la communauté d'université telle qu'elle est prévue par les textes, elle fonctionne sur le même schéma que les universités actuelles, avec un président, un conseil d'administration, et je ne vois pas comment on n'échappera pas à ce qu'on critique aujourd'hui. Donc je crois que mon point de vue, c'est que l'on soit ensemble, on n'a pas le choix vraiment, et qu'on renforce l'autonomie de nos pôles. Pourquoi faire des universités séparées pour ensuite les mettre ensemble sur nos communautés? Je ne vois pas l'intérêt de ça. C'est votre position du SPEG? Nous, on est pour des universités de plein exercice parce que... En Guadeloupe et en Martinique? Oui, mais précisément pour ensuite dans le cadre d'une confédération. Oui, c'est ça. Alors, quel est l'intérêt de ce schéma? C'est-à-dire se séparer pour se regrouper au sommet? L'intérêt de ce schéma, c'est parce que les constats ont été faits, qu'il y a des dysfonctionnements dès lors que dans le fonctionnement actuel. Ça veut dire qu'on a tenté le renforcement des pôles, manifestement ça ne fonctionne pas. Que je comprenne bien, et les gens qui nous regardent, il y a eu un précédent, c'est l'affaire des rectorats. On se souvient, il y a quelques années, il y avait un rectorat qui existait à la Martinique, qui gérait, entre guillemets, la Guadeloupe et la Martinique. Les Guyanais se sont révoltés contre ce rectorat, c'était à l'époque Bayrou, je crois, qui était ministre de l'Éducation nationale française. Et donc il y a eu... Oui, on va dire, par ricochet ou par dommage collatéral, la création d'un rectorat en Guadeloupe et en Martinique. Bon, là, la question de regroupement ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas d'interrectorat. Mais dans le cas de l'université, où, d'après ce que je comprends, aujourd'hui, je prends un exemple très simple, je l'ai entendu ce matin et je me posais déjà la question, il y a à Saint-Claude une unité de technologie, je crois, qui s'appelle l'unité de Kourou. Mais en Martinique aussi, d'ailleurs. Et en Martinique, qui est basée à Saint-Claude en Martinique. Alors, dans le cas de cette partition réelle, est-ce que comment on fonctionnerait par rapport à ça? C'est-à-dire qu'on se trouverait dans une situation où on est obligé de recréer des micro-universités en Guadeloupe, en Martinique, pour après créer une université plus générale. Je pense que toutes les configurations sont possibles, puisque même dans par exemple, pour la 4e année de médecine, il est toujours possible de fonctionner avec d'autres universités, puisque dans le cadre de la médecine, par exemple, il y a bien des conventions avec d'autres universités. Et voilà. Donc après, en fonction des besoins de chacun, moi je pense qu'il est possible. Mais est-ce qu'on va éviter une guerre des universités locales, entre guillemets? Mais moi je dis que ça va être encore une volonté d'hommes. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai bien précisé que tout dépend de la volonté des uns et des autres. Parce que nous, on répète bien que dans le cadre de cette loi, c'est la région, chaque région coordonne, la loi le dit clairement. Chaque région fixe les objectifs pluriannuels d'intérêt en matière de recherche, détermine les investissements qui y concourent, etc. Ça veut dire que la région a quand même des prérogatives importantes, ce qui justifie peut-être la réaction de la région guyanaise. Il y a quand même une autre question qui vient se superposer, c'est que la Martinique et la Guyane sont en train de changer de statut aujourd'hui. Eh bien, c'est justement... Il n'y aura plus de région Martinique-Guyane. La Guadeloupe n'a pas encore réellement fait son choix politique. Alors, est-ce que ça ne va pas encore compliquer la donne? Ça ne complique pas déjà la donne? C'est peut-être précisément pour cette raison-là qu'on disait qu'il faut se pencher sur la question. De toute façon, on aura à y réfléchir. Puisque institutionnellement, comme vous dites, on n'a pas la même parce que je sens bien que la réponse martiniquaise, en tout cas de l'aide chimie
au regard de ce qui se passe, n'est pas tout à fait celle de la région Guadeloupe. Parce que M. Letchimy voit un petit peu 2016-2017 où la Martinique aura évolué sur le plan institutionnel et peut-être la Guadeloupe vers notre schéma. Ça complique tout, Frédéric. Moi, je veux déconnecter la question institutionnelle ou statutaire de la question universitaire. C'est qu'elle est déconnectable. Non, mais elle est liée. Elle est liée. Ah, parce que bon, si je devais pousser mon raisonnement, je dirais que une université martiniquaise, a priori, a plus de chances d'exister avec les moyens d'une collectivité unique qu'une université de Guadeloupe ou face à deux collectivités. Bon, je n'irai pas jusque-là. Oui. Je veux dire par là que... C'est une hypothèse. Oui. Ce que je veux dire, c'est que inévitablement, lorsqu'on créera deux universités, il doit de la concurrence. Parce que, bon, je prends l'exemple. De la concurrence, de la bonne ou de la mauvaise concurrence? Non, Marcel, je vous dis pourquoi. Je prends un exemple. Il y a des collègues ici qui se réjouissent du fait que nous ayons déjà des centres de recherche performants ici. Oui. Alors, ça suppose par conséquent qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est vrai. Oui. En sciences, parce que le découpage était tel que les sciences étaient en Guadeloupe, il est normal par conséquent qu'il y ait des centres plus puissants ici. Mais en Guadeloupe, en Martinique, ils sont plus puissants en droit et sciences humaines qu'en Guadeloupe. Alors, imaginez la situation. Est-ce que la Martinique va accepter de ne pas avoir de groupe de recherche en sciences exactes et de se contenter de groupes de recherche en sciences humaines et sciences économiques et juridiques? Non. Je pense qu'avec des régions derrière des universités, il y a des chances ou même des risques, je crois, que la concurrence soit encore plus forte et que chacun veuille avoir chez soi des centres de recherche aussi puissants. Des deux côtés. Et c'est pas possible. Mais je pense que c'est possible, mais non, je parle budgétairement. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que ça sera une course effrénée. Mais en fait, moi aussi. Surenchère permanente. Je prends un exemple. Imaginons nos rapports avec Yuri, notre voisine d'à côté. Nous voulons signer des conventions. L'université des West Indies, qui est sur 3 pôles, Barbade, Jamaïque et Trinidad. Imaginons nos relations internationales avec Yuri. C'est compliqué. Qui va dire quoi? Alors Yuri, je comprends, Yuri verra en face 2 universités qui viennent négocier avec elle des accords de coopération, parfois sur les mêmes choses. Alors Yuri, je suis persuadé que ça sera plus offrant. Donc ça va nous entraîner encore dans des logiques de surenchère, du temps perdu, de l'argent perdu. Donc moi, je le dis avec passion, je crois sincèrement que ce schéma d'université sur chaque pôle ne me semble pas le schéma le plus performant dans un contexte géopolitique que le nôtre. Comment expliquer par exemple que Yuri existe depuis 1948, couvre 17 territoires et est sur 3 pôles, des territoires indépendants, là où la territorialisation et l'identité sont encore plus forts chez nous. Ce sont des États. Ils réussissent à vivre ensemble. Comment nous, on serait incapables de le faire? J'ai envie de dire, c'est l'indépendance qui facilite ça. Oui, mais quelque part... Je me trouve attristé par rapport à tout ce qui nous arrive là, l'éclatement de l'université d'Antilles-la-Guyane. C'est quand même malheureux de voir qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ces éléments. À se mettre d'accord pour être performant, parce qu'en fait, c'est ça le but de la chose. C'est que si ces universités sont en train de s'éclater réellement, ce sont dans le mauvais sens, c'est pas un bon éclatement, ça. Oui, alors il y a plusieurs modèles qui ont été retenus. Ça serait que chaque université gère sa propre enveloppe et qu'ensuite on ait les services communs, les services de l'insertion professionnelle, la CIO, ça existe déjà. Et les SWAPS. Voilà, parce que faut savoir quand même que sur certains services, le siège de la DESIP est en Guadeloupe, le siège du SWAPS est en Guadeloupe, et pour d'autres aussi, le CROUS est en Guadeloupe. Alors, ce qui voudrait dire que demain... On recrée tout partout. Ouais, qu'il y aurait un peu de chaque... Qu'il y aurait un peu de chaque service partout, qui engendrerait beaucoup plus de moyens pour pouvoir gérer cette autonomie de chaque université. D'accord. Voilà. Alors, on arrive au stade où
où les téléspectateurs peuvent intervenir au 80 47 37. Alors je vais poser une autre question qui peut-être peut interpeller les téléspectateurs. Je crois savoir que 25% des bacheliers seulement fréquentent l'université Antilles-Guyane tant qu'elle était ce qu'elle était. Mais si elle est éclatée, est-ce que vous pensez, je pose la question aux téléspectateurs, vous voudriez continuer à envoyer vos étudiants, vos enfants, et on a d'abord un appel vers une université qui serait affaiblie. Alors je crois qu'on a un premier appel, on va essayer de le prendre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Je suis une ancienne étudiante de l'université Antilles-Guyane. J'ai étudié à Chelcher, plus précisément. Je pense que si aujourd'hui la question a quasiment explosé au pôle de Guyane, c'est qu'il y a de réels dysfonctionnements que j'ai constatés en tant qu'étudiante au niveau de la gestion des notes, au niveau de la gestion de l'enseignement, à tous les niveaux. Et il se trouve que moi, quand j'étais au pôle de Chelcher, l'université s'organisait déjà pour recevoir des étudiants qui, normalement, des Martiniquais qui devaient s'en aller pour aller étudier en Guadeloupe, mais qui, bien avant le pôle de Guadeloupe, s'établissaient au niveau de la faculté des sciences, alors que la faculté des sciences existait en Guadeloupe. Il faut que, je pense, dans ce débat, on soit sincère. Sincère avec les gens qui observent, qui n'ont jamais été à l'université d'Antilles-Guyane. Il faut que l'on sache que les tractations telles qu'elles sont faites en Martinique, tout s'organise, tout est au ralenti en Guadeloupe au niveau de l'université. Ce n'est que très récemment qu'on a rendu des locaux fiables et utilisables en termes de sécurité pour les étudiants, alors que les murs s'effondraient quasiment. Ça continue encore. Je ne suis jamais allée au pôle de Guyane, mais je sais par rapport à d'autres étudiants que c'était bien pire. Alors, dans ça, vous parlez de compétitivité. La compétitivité, elle est saine. Je suis désolée, rien qu'à Paris, il y a combien d'universités? Et ni Paris 1, ni Paris 2, ni Paris 3 ne s'est posé la question de savoir s'il y avait une compétitivité. La question est de savoir, est-ce que ces trois territoires ont les mêmes besoins en formation? Il s'agit de poser réellement sur la table les réelles questions et arrêtons de perdre notre temps et tergiverser dans des questions qui affolent les gens inutilement. Parce qu'en réalité, il y a de réels besoins et sur lesquels on ne se pose jamais parce qu'on continue à se cantonner aux humanités en Martinique, soi-disant, alors que ce n'est pas le cas. On fait semblant d'être un pôle scientifique en Guadeloupe, alors qu'on essaie plus ou moins de créer une annexe. Soyons cohérents dans ce que l'on fait. Si on s'investit clairement dans les études scientifiques en Guadeloupe, donnons les moyens aux scientifiques, mais je trouve qu'il s'agirait peut-être de renforcer les moyens qu'il y a ici. Et ça n'empêcherait pas pour autant un Martiniquais de venir étudier en Guadeloupe ou vice-versa. D'autre part, j'ai étudié dans la Caraïbe. Et ce n'est pas parce qu'on aurait trois universités que ça nous empêcherait de collaborer. Il y a l'université Yui, mais ça n'empêche pas, par exemple, l'existence d'une université à la Grenade. Qui se pose la question de collaborer avec eux? Personne. Il n'est pas de la même dimension. Il y a de la recherche qui se fait là-bas. Il y a un bon universitaire à la Dominique qui se pose la question de collaborer avec eux. Yui a certes 3 pôles, mais les relations ne sont pas au meilleur, mais il y a des pôles qui proposent des formations différentes et qui n'existent pas en doublon Trinidad, en Jamaïque ou à la Barbade. Oui. Je veux dire par là que si nous parlons et nous essayons de nous comparer, ce ne serait pas intelligent de se comparer parce que les situations ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Nous avons des situations différentes. Il s'agit d'observer avec un peu plus d'honnêteté et d'offrir un débat plus cohérent aux personnes qui observent. C'est fait. Bien. Alors, moi comment vous appelez-vous, madame? Pardon? Comment puis-je vous appeler? Oui, je suis Erika. Très bien. Donc, Erika, je rejoins votre point de vue. Mais il se trouve que sur chaque pôle, il dispose d'une première et une deuxième année, par exemple, on prend le cas des sciences. En Martinique, il dispose d'une première et une deuxième année de sciences exactes, comme en Guadeloupe, comme en Guyane.
Mais après, les spécialités et les troisième années sont différentes sur chaque université. Par exemple, je veux prendre mon domaine, les sciences. On peut voir qu'en Guadeloupe, on va plus se pencher sur tout ce qui est théorique, la physique, la chimie, alors qu'en Guyane, ça va être le sens de l'ingénieur, le sens de la matière. Et en Martinique, je n'ai pas connaissance. Mais c'est vrai quand même qu'il y a un doublon sous les 2 premières années, mais cela permet aussi en amont de prévoir, voilà, de prévoir aux étudiants de bien prévoir l'orientation pour leur 3e année. Et aussi, si on devait dès la première année envoyer les étudiants voyager sur un autre pôle, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui ne l'auraient pas fait. Mais vous savez, je l'ai vécu ça. Et la problématique que moi j'ai eue, la plus grosse problématique que j'ai eu à faire face, c'est le logement. Et il se trouve qu'en Martinique, notamment en résidence, les Martiniquais étaient privilégiés. J'ai eu une année où j'étais quasiment à la porte parce que j'ai eu dans l'année des difficultés financières et il n'était pas question qu'on accepte de me donner une autre chance d'être en résidence. Donc j'ai dû aux abois chercher, alors que j'avais des partiels à passer, j'ai dû me trouver un logement et qui en plus, ce qui est plus onéreux. Donc j'ai dû aller sur Fort-de-France alors que j'étudie à Cher, alors que le transport n'est pas au mieux. Et malgré le fait que j'ai fait une lettre au président de l'UAG qui à l'époque était en Guadeloupe, j'ai fait une lettre aussi au responsable, au président du service logement du groupe. J'ai rencontré les responsables et je n'ai pas eu de logement. Bien, alors, madame. Je peux dire par là que les problématiques, un étudiant en voyageant, il se forme. Bien. Madame, s'il vous plaît. Ce ne sera pas dramatique d'avoir des étudiants qui se déplacent, c'est pas ça la question. Je pense que d'accord, d'accord, bien. Alors, madame, s'il vous plaît. Oui, terminez, parce qu'il y a peut-être d'autres spectateurs, oui. Je pense que la réelle question au niveau de l'UAG, oui, c'est de poser la question des formations. Quand un étudiant sort, il doit être assuré qu'il puisse vivre et travailler dans la société à laquelle il se... Pas seulement, d'accord. C'est le plus important. Mais quel est l'intérêt de se soucier d'un étudiant qui ne parle pas et pour qui finalement il doit s'exiler pour aller travailler? Bien, merci de votre collaboration. Alors, bien évidemment, le constat de début était très sévère sur l'université de la Guadeloupe. Fred Reynaud, vous vivez cette université au jour le jour. C'est vraiment la situation aussi dégradée? Non, les choses se sont améliorées. Hein. Je vois ce que veut dire cette dame. C'est vrai que la faculté où j'enseigne, de droit et d'économie, a beaucoup changé. Oui, le doyen a fait beaucoup d'efforts pour l'améliorer. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la fac de droit et d'économie soit en ruine. C'est faux. Je crois que ça a changé. Il me semble qu'il y a un vrai travail de rénovation des campus. La fac de sciences est en pleine rénovation également. Il était en mauvais état il y a quelques années. Tout à fait, en mauvais état. Donc il y a des choses qui ont changé. Peut-être que madame devrait revoir son jugement en venant à l'UAG. Mais je voudrais quand même lui préciser que, contrairement à ce qu'elle dit, à la Grenade, il n'y a pas d'université. À la Grenade, il y a une université américaine qui s'appelle Georgetown University, qui est américaine, qui n'est pas une université locale. Il y a beaucoup d'étudiants qui payent très cher d'ailleurs, qui viennent dans cette université de Georgetown, mais qui est américaine. Sinon, il y a des doublons comme chez nous, sur les 3 pôles de Barabat, de Jamaïque et de Trinidad. Il ne faut pas croire que dans ces territoires, les choses se passent facilement. Il y a aussi des problèmes que nous posons. Ici, ils se les posent aussi, mais ils trouvent des solutions pour les régler. On ne crée pas 3 universités sur les pôles. Il y a en revanche, dans ces territoires, des universités autonomes qui ont émergé. Par exemple, UTech à la Jamaïque existe, mais elle est spécialisée en technologie. Donc, il n'empêche parfois qu'il y ait ça n'empêche pas qu'il y ait des dérives de ce point de vue, mais il n'y a pas de sécession entre les. Ce sont des politiques étatiques, je veux dire, ce sont des États, pour la plupart, ce sont des États indépendants. Bien sûr, depuis les années 60, donc qui ont appris quand même à gérer quelquefois avec la pénurie, mais enfin, qui gèrent quand même. Je voulais quand même revenir sur une question qui n'a pas été évoquée. Il y en a pas? Non. Alors, est-ce que la question
de la présidence tournante a été posé un moment. Parce qu'on dit aussi que, bon, on revient dessus, mais que les Guyanais se sont un peu sentis frustrés dans la mesure où les présidents ont toujours été ou guadeloupéens ou martiniquais. Mais pourquoi il n'y a jamais eu de président guyanais? Il faut savoir quand même que lors des élections présidentielles de l'université, oui. il y a eu un candidat guyanais qui s'est présenté. Un candidat. Il y a eu combien de candidats en Guadeloupe? 5 ou 6? 4 candidats en Guadeloupe, oui. 5, dont un qui a démissionné oui. en cours de campagne. Oh, je me souviens. Voilà. Oui. Et il n'y avait qu'une candidature pour le pôle Martinique. Oui. Ce qui a facilité le passage de la présidente martiniquaise. Oui. Et donc, pour la Guyane, c'est la première fois qu'un Guyanais se présentait pour Fred. Oui, en fait, il y a une règle non écrite de présidence tournante. Oui. Mais c'est vrai que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'un Guyanais se présentait. Non pas qu'il n'y ait pas eu de possibilité pour ces candidats de se présenter, mais c'est la première fois qu'un Guyanais se présentait. Oui. Alors, jusque-là, les choses se passaient entre Martiniquais et Guadeloupéens. Oui. Donc la question est posée, est-ce qu'il faut privilégier le principe de cette présidence tournante, pour prendre l'expression, il ne faut pas légiférer définitivement, ou est-ce qu'il faut mettre en évidence la compétence avant? Oui. Cette année, c'est la compétence qui a été... En tout cas, on a confronté les programmes et les candidats ont eu à s'exprimer, il est ressorti, enfin, la candidate martiniquaise a été élue. Mais je crois qu'il y a eu un débat franc. À l'issue du débat, les gens ont voté et voilà. Donc, bon, alors, l'émission va se terminer. Je voudrais quand même rapidement faire un tour de table avant de se quitter, savoir quelle va être l'actualité des jours prochains. Juste une question concernant les étudiants. Les Martiniquais ont choisi la grève, le mouvement. Vous avez choisi les ateliers, pourquoi? Alors, pour déjà mieux prendre connaissance du problème. Pour pouvoir il y aura différents ateliers, donc il y en a au nombre de 5. Le premier concernant... Vous avez lancé un appel pour lundi prochain, c'est ça? Oui, tout à fait. Lundi, est-ce qu'il y a des cours ou il n'y aura pas des cours? Alors, on attend la décision de la présidente de l'UAG qui dès vendredi, je pense, qu'il dira si les cours seront banalisés ou pas. Mais en attendant, il y aura des ateliers sur le système de gouvernance, des conséquences sur les coûts et les ressources, sur les formations proposées et sur la recherche, sur la territorialité et sur la pluritorialité, et bien sûr les impacts sur la vie étudiante. Et comment ça va être tranché? Alors, ça va être tranché justement suite aux ateliers de lundi et mardi. Mercredi, une assemblée générale aura lieu. Et bien sûr, après avoir pris connaissance du problème, on va demander l'avis des étudiants, donc, qui sont les premiers concernés par ce problème, parce que sans étudiants, il n'y a pas d'université, bien sûr. Et donc, suite à un vote, enfin, ce n'est pas encore bien défini, mais on va récolter leur avis, quoi qu'il arrive. Donc, toute la communauté... Oui. Donc, toute la communauté universitaire est concerné, que ce soit le personnel BIATOS, le personnel enseignant-chercheur et les étudiants eux-mêmes. Donc après, je pense que ça va être une concertation de tout cet univers qui vont permettre d'émerger une solution, à savoir si on reste l'université des Antilles ou 2 universités pour les Antilles. Voilà. Et aussi, j'aimerais dire que l'UFR-SEN connaît un malaise en ce moment car il est rentré en grève depuis hier midi. Le doyen ne dispose toujours pas d'une responsable de scolarité qui a m'habilité à dresser le calendrier et la charte des examens. Qui débute quand les examens? Le 7 décembre. Moins de mois. Voilà, et le règlement demandait qu'il devait être affiché un mois auparavant. Donc ça fait déjà une semaine que ça devrait être fait. Et de plus, il attend aussi l'occupation des lieux pour le personnel de scolarité qui est logé au PIO, à l'accueil. D'accord. Une question à Nicole Rosuel pour le SPEG. Pas d'intersyndicale prévue en Guadeloupe? Je pense que c'est en cours, il n'y a pas de raison. Nous, le SPEG, on a donné notre position, on essaye d'initier, de favoriser tout ce qui peut être un débat, et puis surtout, on est soucieux de la situation des personnels. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a quand même beaucoup de contractuels à l'UAG, et qu'ils sont quand même, leur situation est quand même plus que problématique. Une question tout à fait pratique. L'échec mote rédigé à la fin du mois quand même à Pointe-à-Pitre?
Alors justement, l'administration centrale de l'UAG, alors c'est quand même très compliqué parce que l'administration centrale de l'UAG est en Guadeloupe. Oui. Et il y a des personnels de Guyane et de Martinique qui sont quand même gérés en Guadeloupe. Oui, bien sûr. Donc on se demande bien comment ça va se passer. Quand il va falloir que dans le protocole d'accord, c'est écrit que l'administratrice sera directement en relation avec le ministère. Donc on est dans une situation quand même très complexe. Et, on est vigilant en tout cas pour la situation des personnels et également pour le fait que, comme on le dit toujours, les personnels ne servent pas, une fois de plus, de variable d'ajustement pour régler les problèmes. Donc voilà, on va être vigilant par rapport à ça. Juste une question, mais là, on veut un petit peu de la provocation, c'est-à-dire que cette crise-là va susciter un ouvrage. Avant de vous répondre, je vais quand même revenir sur un point qui me semble important. Oui. Ce matin, lors de l'AG, il y a eu le principe d'une consultation qui a été actée en AG avec la présidente. Il me semble que l'heure est grave. Je ne dis pas qu'il faut avoir peur, mais on peut être inquiet quand même. L'heure est assez grave et il me semble qu'on ne peut pas, sur ces questions, ne pas consulter l'ensemble de la communauté. Ouais. Donc il me semble que là aussi, il faut être prudent et que les étudiants, que le personnel administratif, que les enseignants soient largement consultés, mais en respectant la forme la plus solennelle pour cette consultation. Concrètement, je veux dire par là qu'il faut qu'on organise sur les 3 pôles, là, si possible, mais au moins si les deux, Martinique et Guadeloupe, une vraie élection, un vrai référendum pour que l'on sache quelle option les étudiants, les enseignants, le personnel de Martinique et de Guadeloupe choisissent. Vous êtes d'accord, les étudiants, oui ou pas ou non? Oui, tout à fait. Il faut que ça soit réfléchi de façon solennelle. Oui. Comme le disait M. Fred Reynaud, que cela doit être fait de manière tout à fait solennelle, hein, qu'on puisse se mettre d'accord. Que la démocratie revienne en tout cas. Oui, en tout cas. Bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord. Donc les élus étudiants vont se consulter avec les étudiants. Les élus du personnel administratif vont se réunir avec et ainsi de suite. Bien, on vous remercie tous les 4 d'être venus ce soir à ce débat. La situation est très complexe, on l'a dit. Rien n'est encore réglé. Probablement dans les jours qui viennent, on espère qu'il n'y aura pas trop de grosses surprises. En tout cas, l'université Antilles-Guyane a existé, elle existe toujours, disait Frédéric Nour. On saura dans les jours qui viennent ce qui va en advenir. En tout cas, le n'est pas encore signé. Oui, rien n'est encore signé. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, ici même pour une nouvelle émission. Faut-il avoir peur, mais cette fois de l'indépendance. On va en discuter. Merci d'être avec nous et à mercredi prochain. Merci.